Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'interview du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, donnée le 26 décembre 2024. Cette discussion approfondie a abordé de nombreux sujets majeurs de l'actualité géopolitique. Parmi les thèmes évoqués, les négociations de paix en Ukraine, l'état actuel de la diplomatie internationale, la coopération avec le Sud global, notamment dans le cadre des BRICS, la position de Moscou sur l'opération militaire spéciale en Ukraine, les relations entre la Russie et la Syrie, le renforcement des liens avec l'Amérique latine, les perspectives des relations russo-américaines sous l'administration Trump, l'expansion de l'OTAN en Ukraine, les frappes russes en Ukraine le jour de Noël, et la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, organisée par Emmanuel Macron. À travers ses réponses, Sergueï Lavrov livre une analyse claire et directe des enjeux internationaux et des priorités stratégiques de la Russie. Découvrons ensemble les points forts de cette interview. Merci. Sans aucun doute, la question la plus importante en ce moment concerne les négociations. De nombreuses voix s'élèvent dans les cercles diplomatiques, parmi les experts, etc. Pour faire simple, on nous pousse activement à faire la paix. Mais avec qui peut-on négocier à Kiev en ce moment? Le futur envoyé spécial du président élu des États-Unis, Donald Trump, pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a pris une initiative à ce sujet. Quelle est votre vision de la situation à cet égard? Beaucoup de choses ont déjà été dites à ce sujet. Le président Vladimir Poutine s'est exprimé à plusieurs reprises sur cette question, notamment lors de la ligne directe, lors de la réunion du Club international de discussion Valdaï et dans d'autres événements. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de discussions vides. Jusqu'à présent, tout ce que nous entendons, ce sont des discours sur la nécessité de trouver un quelconque cessez-le-feu. Et il n'est pas particulièrement caché que cela est nécessaire pour gagner du temps afin de continuer à armer l'Ukraine, pour qu'elle se remette en ordre, procède à une mobilisation supplémentaire, etc. Un cessez-le-feu est une impasse. Ce dont nous avons besoin, ce sont des accords juridiques définitifs qui fixent toutes les conditions garantissant la sécurité de la Fédération de Russie et les intérêts légitimes de sécurité de nos voisins. Mais cela doit se faire dans un cadre juridiquement international qui rend impossible toute violation de ces accords. Ces accords doivent traiter des causes profondes de la crise ukrainienne. Les deux principales causes sont les suivantes. La violation de tous les engagements de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est et l'absorption agressive par l'OTAN de tout l'espace géopolitique jusqu'à nos frontières. L'Ukraine a été destinée à cette mission, et cela continue d'être affirmé aujourd'hui. Les actions absolument racistes du régime de Kiev après le coup d'État. À ce moment-là, il est devenu officiellement permis, et même juridiquement renforcé, d'éradiquer tout ce qui est russe. La langue, les médias, la culture, et même l'usage de la langue russe dans la vie quotidienne. De plus, l'Église orthodoxe ukrainienne canonique a été interdite. On nous dit que la Russie pose des conditions préalables. Ce ne sont pas des conditions préalables, mais des exigences pour que soient respectés les accords déjà conclus. Il s'avère qu'on nous a menti lorsqu'on nous assurait que l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est et lorsqu'on soulignait l'attachement à une résolution basée sur la Charte des Nations Unies. On oublie catégoriquement que cette charte inclut, en plus du principe de l'intégrité territoriale, le principe de l'égalité et de l'autodétermination des peuples. L'Assemblée générale des Nations Unies a longtemps débattu de la relation entre ces principes et a conclu, par consensus, qu'il est nécessaire de respecter l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le principe d'autodétermination et, de ce fait, représentent toute la population vivant sur leur territoire. Comment le régime nazi de Kiev peut-il représenter les intérêts des habitants de la Crimée, du Donbass et de la Novorossia, qu'il a déclarés terroristes immédiatement après le coup d'État et contre lesquels il a lancé une opération militaire antiterroriste? Les initiatives de la Chine et du Brésil sur la crise ukrainienne soulignent toute la nécessité de respecter la Charte des Nations Unies. Parfois, elles mentionnent le principe de l'intégrité territoriale. Nous discutons avec nos amis chinois, brésiliens et d'autres pays qui coopèrent dans la promotion de ces initiatives pleines de bonnes intentions, en leur rappelant que la Charte des Nations Unies est bien plus riche que le simple principe d'intégrité territoriale. Le principe d'autodétermination des peuples n'est pas moins important. Sans lui, la décolonisation des peuples africains et autres aurait posé problème. Ce principe a servi de base juridique internationale à la décolonisation, qui a reflété la volonté des peuples africains de ne plus vivre sous la domination des colonisateurs. De même, les habitants de la Crimée, du Donbass et de la Novorossia ne peuvent pas et ne vivront jamais sous la domination des nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev. Ainsi, le principe de l'autodétermination des peuples s'applique. Ils se sont autodéterminés.
les habitants de la Crimée en 2014, ceux du Donbass et de la Novorossia en 2022. Ce sont désormais des réalités inscrites dans notre Constitution. Si nous voulons discuter sérieusement, il faut traiter les principes de la Charte des Nations Unies dans leur ensemble, sans sélectivité, en prenant en compte leurs interrelations. Bien sûr, cela inclut également le principe, tant aimé en Occident, du respect des droits de l'homme. Ce principe n'a pas été inventé par eux. Il est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Dans son tout premier article, la Charte exige le respect des droits de l'homme indépendamment du sexe, de la race, de la langue ou de la religion. En Ukraine, la langue russe a été juridiquement éradiquée et l'Église orthodoxe ukrainienne canonique a été interdite. Par conséquent, je pense que ceux qui souhaitent sincèrement aider à trouver une base pour résoudre cette crise ne peuvent pas ignorer ses causes profondes. Je rappelle que le président chinois Xi Jinping, dans son initiative sur la sécurité mondiale de février 2023, qui traite des conflits et de leurs solutions, a souligné la nécessité de comprendre et d'éliminer les causes profondes de tout conflit pour pouvoir le résoudre. Vous avez mentionné M. Keith Kellogg, annoncé comme futur envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Ukraine. Il a récemment déclaré qu'ils avaient constaté une tentative de la Russie et de l'Ukraine de parvenir à un accord dans le cadre du processus de Minsk, mais que cette tentative avait échoué. Nous ne répéterons donc pas cette expérience, a-t-il dit. Bien sûr, M. Kellogg devra approfondir sa connaissance du dossier ukrainien. Les accords de Minsk n'étaient pas une tentative. C'étaient des documents signés, garantis par une déclaration supplémentaire des dirigeants de la Russie, de l'Ukraine, de la France et de l'Allemagne. Cette déclaration mentionnait la prise en compte des intérêts de sécurité de tous les pays euro-atlantiques, ainsi que des efforts pour créer un espace unique de l'Atlantique au Pacifique. Rien de ce qui avait été consigné dans cette déclaration ou dans les accords de Minsk n'a été respecté par le régime ukrainien. Ce document avait pourtant été approuvé au plus haut niveau et unanimement adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU. M. Kellogg devra probablement examiner tout cela de plus près. Les accords de Minsk n'étaient pas une tentative. Ils étaient une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, piétinée avec l'encouragement des États-Unis, de P.A. Poroshenko, alors président de l'Ukraine, ainsi que des anciens dirigeants de l'Allemagne et de la France, Angela Merkel et François Hollande. Tous trois ont admis, il y a 2 ans, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de les mettre en œuvre. Ils avaient besoin de temps pour armer l'Ukraine. Aujourd'hui, les mêmes idées flottent dans l'air, mais elles sont beaucoup moins contraignantes que les accords de Minsk. Leur objectif reste le même, gagner du temps pour le régime nazi. Comme l'a dit le président Vladimir Poutine, nous sommes prêts à examiner toute proposition sérieuse et concrète. Mais spéculer maintenant serait prématuré. J'espère que l'administration Trump, y compris M. Kellogg, prendra en compte les causes profondes du conflit. Nous sommes toujours prêts pour des consultations. Si quelqu'un ne comprend pas notre position, qui a été exposée de manière répétée et parfaitement claire, nous sommes prêts à la confirmer. Nous restons ouverts à toute négociation, à condition qu'elle traite des causes profondes et des principes évoqués par le président Vladimir Poutine en juin dernier, lors de son discours au ministère des Affaires étrangères. Je souligne que ces principes ne sont pas des conditions préalables. Ce sont des exigences pour que soient respectés les engagements pris par tous en adhérant à la Charte des Nations Unies. Dans une récente interview, vous avez déclaré que l'environnement devient toxique dès que quelqu'un voit un Américain ou un Européen vous parler. Les Européens, en général, fuient lorsqu'ils vous aperçoivent. Avec une telle attitude de la part des responsables politiques occidentaux, est-il encore possible de résoudre de graves problèmes internationaux? À l'heure actuelle, la diplomatie, en tant qu'outil de politique étrangère, fonctionne-t-elle encore dans la vie internationale? Et ma deuxième question concernant la coopération avec les pays du Sud. La Chine et la Russie travaillent à consolider la majorité mondiale et unissent les forces du Sud global. Lors du sommet des BRICS à Kazan, notre groupe médiatique, conjointement avec VGTRK, a organisé une table ronde avec les médias des pays des BRICS, au cours de laquelle les participants se sont unanimement prononcés en faveur de la création d'un mécanisme garantissant l'accès à une information objective et équitable. En 2025, un sommet de l'OCS se tiendra en Chine, où nous célébrerons ensemble le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme. Selon vous, quelles étapes les pays du Sud global, avec la Chine et la Russie, devraient-ils entreprendre, y compris dans le domaine des médias, pour protéger l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale et maintenir la paix dans le monde? Quant aux méthodes actuellement employées par nos collègues occidentaux dans les relations internationales, on pourrait beaucoup s'en lamenter, mais
Mais cela serait vain. Ils ont pris une décision politique. Isoler la Russie par tous les moyens. Des exigences absurdes sont imposées aux autres pays. Ne pas rencontrer de représentants russes, ne pas les recevoir, ne pas se rendre en Russie, cesser de commercer avec nous, acheter des sources d'énergie plus chères, même à leur propre détriment. Voilà à quoi ressemble aujourd'hui la diplomatie occidentale, qui se résume à des menaces, des sanctions, des punitions et du chantage. Josep Borrell, qui a récemment quitté son poste de haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a récemment admis, libéré de ses fonctions officielles, que l'Occident n'a pas réussi à isoler la Russie. L'Union européenne avait promis de soutenir Kiev aussi longtemps que nécessaire, mais rien n'est infini. En parlant des sanctions, il a explicitement reconnu que la Chine a remplacé l'Europe et le groupe des 7 dans les relations commerciales et économiques avec la Russie. Je suis convaincu que Josep Borrell n'a pas eu cette révélation au cours des derniers jours. Tout le monde savait que les sanctions occidentales nuisent avant tout à la population des pays qui les imposent. Récemment, aux États-Unis, il y a eu un ouragan que le président Joe Biden n'a d'abord pas remarqué, avant de finalement se rendre sur place. Là-bas, des aides dérisoires de $700 par personne ont été distribuées, ce qui a déclenché des protestations massives. Les gens ne comprenaient pas qu'avec un tel mépris pour leurs propres citoyens, plus de 150 milliards de dollars aient été alloués à l'Ukraine ces dernières années. En France, il y a eu une mauvaise récolte et une crise agricole, provoquant des manifestations d'agriculteurs. Quant à l'industrie allemande, elle s'est simplement effondrée. Il leur appartient de décider comment agir. La politique des Américains consiste à éliminer leurs concurrents. Ils éliminent actuellement la Russie et commencent déjà à faire de même avec la Chine. Ils limitent les livraisons de diverses puces et composants de microélectronique à la Chine pour freiner son développement technologique. Cependant, le peuple chinois, tout comme le peuple russe, réalisera tout ce qui est nécessaire pour son développement. Ces méthodes sont parfaitement claires. Outre nous et la Chine, l'Europe est également devenue, dans une large mesure, victime de la politique américaine visant à écarter tous les concurrents. Nous voyons tout cela. Nous sommes prêts, et nous l'avons répété à de nombreuses reprises, à dialoguer avec tous les représentants occidentaux ouverts à un dialogue d'égal à égal, cherchant un équilibre des intérêts et des accords mutuellement bénéfiques. De tels représentants existent. Cela inclut la Hongrie et la Slovaquie. D'autres membres de l'Union européenne commencent également discrètement à chercher à engager des discussions de confiance. Mais peu osent encore le faire ouvertement. Dans l'Union européenne, il y a une discipline autoritaire. La nouvelle chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, dicte à tous comment se comporter. Nous verrons dans quelle mesure la bureaucratie bruxelloise, que beaucoup comparent désormais à une version plus rigide du système autoritaire soviétique, sera capable de convaincre les États membres qu'elle connaît mieux qu'eux les sentiments de leur population et les besoins de leur peuple. Par rapport à votre deuxième question, nous comprenons parfaitement que la Russie et la Chine, ce qui est largement reconnu, représentent un facteur stabilisant dans les relations internationales. À titre d'exemple de l'impact positif de Pékin et Moscou sur la situation internationale, je mentionnerai la coopération dans le cadre des BRICS. Au sein de cette organisation, des pays représentant différents continents, civilisations, religion et culture collaborent. Et tout cela s'intègre harmonieusement dans les accords régulièrement convenus au sein de cette organisation, qui couvre sans exagération tous les domaines d'activité. La politique, les questions politico-militaires, la sécurité, l'économie, la culture, l'éducation, en résumé, tous les secteurs d'activité de l'humanité. La popularité des BRICS est immense. Lors du sommet de Kazan, des délégations de 35 pays et des responsables de 6 organisations multilatérales, y compris les Nations Unies, étaient présentes. Cette représentation témoigne de l'autorité de cette structure, de l'intérêt croissant pour un rapprochement avec l'organisation d'autres entités du Sud global et de l'Est, qui suivent une ligne indépendante dans les affaires internationales. Je suis convaincu que le développement durable d'un monde multipolaire est impossible sans établir des interactions entre ces nouvelles organisations, où il n'y a ni leader, ni suivant, ni chef, aucun ordre qu'il faut exécuter, comme nous l'observons dans l'Union européenne et l'OTAN. J'espère que ce monde multipolaire inclura la participation de nos collègues occidentaux à ces processus. Ils ne disparaîtront pas de notre planète. Mais comment ils vont se positionner? Comment ils vont surmonter cette lourde perte psychologique de la domination qu'ils ont vécue pendant la moitié de ce millénaire? Cela dépend de leur culture politique, de la compréhension de leur véritable place dans le monde moderne, et de leur capacité à agir en fonction de cette place réelle, en respectant les intérêts légitimes et les réalisations des autres pays, y compris ceux des BRICS. En ce qui concerne l'aspect informationnel du travail de l'organisation,
Nous partons du principe qu'il est nécessaire d'expliquer de manière constructive les principes sur lesquels les BRICS fonctionnent et assurent leur travail d'information. Il y a trop de rumeurs et de faux récits délibérés sur l'activité de notre organisation qui circulent en Occident, dans le but de détourner les pays du Sud global, répartis sur tous les continents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des BRICS. La promotion de la coopération informationnelle est importante pour renforcer les positions de l'organisation, et plus généralement, du Sud global au sein des structures universelles. Il s'agit des Nations Unies, de l'APEC, de l'OCS, du G20 et d'autres formats. Dans tous ces forums, la relation russo-chinoise joue un rôle important et consolidant pour les États du Sud global. Vous avez mentionné l'anniversaire à venir de la victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. Nos pays, la Chine et la Russie, ont supporté le principal fardeau du fascisme allemand et du militarisme japonais, et ont subi les plus lourdes pertes pendant la Seconde Guerre mondiale. Nos dirigeants ont convenu de célébrer dignement ces anniversaires à venir. Le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale en Europe le 9 mai 2025, et le 3 septembre 2025, le 80e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale en Extrême-Orient. Je suis convaincu que les structures d'information des BRICS et des autres organisations où nous collaborons avec la Chine couvriront ces événements de manière digne et tendue. Nous sommes intéressés à renforcer davantage la coopération médiatique dans le cadre des BRICS. En septembre de cette année, à Moscou, lorsque la Russie était présidente, un sommet des médias a été organisé par TASS avec le soutien de la Chine. Des représentants de 60 médias de 45 pays y étaient présents. En octobre de cette année, la table ronde dialogue des médias des pays des BRICS a eu lieu à l'université de Kazan. Je suis convaincu que de tels événements devraient être réguliers et avoir lieu plus souvent. Cela crée des plateformes alternatives pour permettre aux populations du Sud global et de l'Est, ainsi qu'aux citoyens intéressés des pays occidentaux, qui sont de plus en plus nombreux, d'accéder à une information fiable concernant ce qui se passe au-delà du contour de l'Union européenne et de l'OTAN. Создает альтернативные платформы для доступа к информации населения глобального Юга, глобального Востока, да и заинтересованных граждан западных стран. Таковых все больше и больше, кто хотел бы знать правду относительно происходящего за пределами контура Евросоюза и НАТО. Moscou affirme constamment qu'elle est prête à négocier. Il y a quelques minutes, vous avez encore confirmé cela. Le président de la Russie, V.V. Poutine, a déclaré lors d'une conférence de presse que Moscou est prêt à négocier avec des autorités légitimes, ce que V.A. Zelensky ne représente pas. Alors, avec qui faut-il négocier ? Quelle est, selon Moscou, l'issue de l'opération militaire spéciale ? Moscou affirme également qu'elle mène des négociations avec de nouvelles forces qui contrôlent le pouvoir en Syrie. Comment peut-on caractériser ces négociations ? Comment envisagez-vous les futures relations entre Moscou et Damas ? Concernant la légitimité des autorités actuelles de l'Ukraine, le président V.V. Poutine a clairement indiqué lors de la ligne directe que les Ukrainiens doivent résoudre cette question eux-mêmes afin de remettre la situation à Kiev en conformité avec la constitution ukrainienne. S'ils veulent avoir un président légitime, il faut organiser des élections. Selon la constitution de l'Ukraine, comme l'a expliqué V.V. Poutine, la légitimité appartient uniquement à la Verkhovna Rada et à son président. Mais il est prématuré d'en parler. Le plus important n'est pas de sélectionner une équipe de négociateurs pour le régime de Kiev, mais de traiter les causes profondes de cette crise, que nous souhaitons éliminer. Sans leur résolution, aucune entente ne sera possible. Le président a détaillé ces causes profondes et espère que tous ceux qui sont intéressés par la promotion des négociations comprennent de quoi il s'agit. Il a répété que ce n'étaient pas des conditions préalables, mais plutôt ce que toutes les parties impliquées dans ce processus et ce conflit auraient dû réaliser depuis longtemps, conformément aux engagements déjà pris, y compris ceux issus de la Charte des Nations Unies, dont les principes doivent être appliqués dans toute leur intégralité et interconnexion. Avec cette compréhension, nous restons ouverts à toute proposition sérieuse. Nous espérons que tout le monde comprend qu'une suspension temporaire des hostilités, afin de reprendre le conflit après un certain temps, est inacceptable. Nous insistons sur la nécessité de mettre fin au conflit de manière définitive sur une base stable et juridiquement irréprochable, en éliminant ses causes profondes. Nous comptons sur le renforcement de la compréhension de l'inéluctabilité de cette approche.
Concernant la Syrie, nous n'avons jamais retiré nos diplomates de Damas. Notre ambassade continue de fonctionner là-bas, tout comme de nombreux autres. Nous maintenons des contacts avec les nouvelles autorités syriennes par l'intermédiaire de notre mission diplomatique. Nous discutons de questions pratiques liées à la sécurité des citoyens russes et au fonctionnement sécurisé de notre ambassade. Nous sommes également intéressés et prêts à dialoguer sur d'autres sujets concernant nos relations bilatérales ainsi que sur l'agenda régional. Comme l'a souligné le président russe Vladimir Poutine, nous sommes ouverts à des contacts avec toutes les forces sociopolitiques actives en Syrie. Ces contacts existent depuis longtemps. Avant les récents événements, nous avions des relations avec la majorité d'entre elles. Il convient de noter que le chef des nouvelles autorités syriennes, Al-Shara, s'est récemment exprimé dans une interview avec la BBC, où il a qualifié les relations entre nos deux pays de longues et stratégiques. Nous partageons ce point de vue. Nous avons beaucoup de choses en commun avec nos amis syriens. Nous avons largement contribué à la libération de la Syrie de la dépendance coloniale et à la formation de cadres compétents. Des dizaines de milliers de Syriens ont été formés en Russie, et actuellement, 5000 citoyens syriens poursuivent leurs études chez nous. Nous sommes prêts à développer cette coopération. Nous espérons qu'en matière de coopération économique et d'investissement, où nous avons déjà réalisé certains progrès dans le passé, nous pourrons reprendre les travaux avec les nouveaux dirigeants, une fois que la nouvelle structure gouvernementale sera entièrement stabilisée. C'est un processus complexe. Nous sommes actuellement dans une période de transition qui, comme annoncé, est une préparation aux élections. Il reste à s'entendre sur les bases de la campagne électorale. Toutes les grandes puissances soulignent la nécessité d'un processus inclusif permettant à toutes les forces politiques et groupes ethno-confessionnels du peuple syrien de participer. Je répète que ce processus est difficile, mais nous sommes prêts à y contribuer, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU et du format d'Astana, où la Russie, avec la Turquie et l'Iran, et avec la participation de plusieurs pays arabes, est prête à jouer un rôle pour soutenir tous les processus de consolidation en Syrie et organiser des élections de manière à ce qu'elles soient universellement reconnues et incontestables. Sur ce sujet, nous entretenons des contacts avec l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Liban. Tous souhaitent éviter que la Syrie ne suive le chemin de la Libye. Un État qui, après sa destruction par l'OTAN, doit encore être reconstruit, morceau par morceau, un effort qui reste jusqu'à présent peu concluant. Il est crucial de définir le rôle que joueront les voisins de la Syrie. Nous avons entendu les déclarations du président turc Recep Tayyip Erdogan. Nous comprenons les préoccupations légitimes du gouvernement et du peuple turc concernant la sécurité le long de la frontière syrienne, où des incidents liés à des groupes terroristes ont déjà eu lieu. Ces intérêts légitimes en matière de sécurité doivent être garantis tout en préservant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie. Erdogan s'est exprimé en faveur de cette approche, et nous la soutenons. Il est également important de résoudre la situation dans l'est de la Syrie, où les Américains occupent illégalement une grande partie du territoire, y compris des gisements pétroliers majeurs et les terres les plus fertiles. Ces ressources sont exploitées et exportées, et les fonds servent à soutenir des structures séparatistes créées par les Américains dans cette région. Cela ne doit pas être ignoré. La division de la Syrie en différentes parties est inadmissible, même si certains le souhaitent. Enfin, il est essentiel qu'Israël comprenne sa responsabilité dans les efforts communs et qu'il ne cherche pas à garantir sa sécurité au détriment de celle des autres. Le principe d'indivisibilité de la sécurité, proclamé il y a longtemps, demeure pertinent. Il est impossible de penser qu'en détruisant tous les objets militaires d'un voisin, on pourra vivre éternellement en paix et en sécurité. Cela revient à semer la tempête, qui finira inévitablement par se retourner contre ceux qui en sont à l'origine. L'Amérique latine et la Russie sont depuis longtemps liées par de fortes affinités historiques, culturelles et humaines. Quelles mesures concrètes la Russie prendra-t-elle dans l'année à venir et à l'avenir pour renforcer nos liens ? Quelles sont les priorités de la politique russe dans la région latino-américaine ? Avec l'arrivée au pouvoir de l'administration de Donald Trump aux États-Unis, la Russie espère établir des relations plus pragmatiques avec celle-ci. Toutefois, on connaît les menaces proférées par de nombreux représentants de la nouvelle administration américaine à l'encontre de plusieurs amis et alliés de la Russie parmi les pays du Sud global. Comment cela pourrait-il affecter les relations entre la Russie et les États-Unis ?
как это могло бы отразиться на отношениях между Россией и США? Спасибо большое. Vous avez tout à fait raison. Les relations entre la Russie et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes sont traditionnellement amicales. Les Russes et les Latino-Américains partagent depuis longtemps une sympathie réciproque. Le respect mutuel se manifeste également dans l'appréciation de la culture mondiale et des cultures respectives, ce qui unit solidement nos peuples. Nous recevons des signaux de la grande majorité des pays d'Amérique latine montrant leur intérêt à renforcer et élargir le partenariat avec la Fédération de Russie. Le dialogue et la coopération progressent activement sur des questions politiques, via des canaux diplomatiques, ainsi que dans les domaines économiques et de la coopération culturelle et humanitaire. Les interactions entre les régions et même les municipalités de nos pays s'améliorent également. Ces relations constituent une structure étendue et complexe. Nous sommes prêts à approfondir et développer cette coopération autant que les pays latino-américains eux-mêmes le souhaitent. Nos relations reposent sur l'égalité, les avantages mutuels et le respect. Il n'y a aucune idéologie ou doctrine imposée, telle que la doctrine Monroe ou tout autre. Nous notons que, au cours des 4 dernières années, l'administration de Joe Biden a exprimé à plusieurs reprises, par la voix de ses représentants officiels, des préoccupations quant à la présence de délégations russes au Nicaragua ou au Venezuela, affirmant que cela constitue un risque pour la sécurité des États-Unis. Mais il faut être honnête. Tout le monde comprend très bien les risques que posent les États-Unis pour la sécurité des autres pays, avec plusieurs centaines de bases militaires réparties dans plus de 100 pays. Dans le même temps, ils interdisent à d'autres d'entretenir des relations avec la Russie. Cette approche est sans avenir. J'espère que la nouvelle administration à Washington en prendra conscience. Nous avons de bons projets pour l'année prochaine. Plusieurs visites bilatérales sont prévues, et nous développons nos relations non seulement au niveau bilatéral, mais aussi avec des organisations régionales telles que la CELAC, l'ALBA, le SICA, le Mercosur, la CARICOM et bien d'autres. Nous prévoyons que l'année sera riche en événements, notamment avec les anniversaires des relations diplomatiques entre la Russie et divers pays d'Amérique latine. En mars 2025, nous célébrerons cet anniversaire avec le Venezuela et la République dominicaine, en avril avec le Guatemala, en juin avec l'Équateur et la Colombie, en septembre avec Cuba et le Honduras, en octobre avec l'Argentine et en décembre avec le Mexique. Chacun de ces anniversaires sera marqué de manière significative par des expositions, des conférences, des rencontres de personnalités publiques, des jeunes et des événements culturels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour nos relations. En 2025, nous ouvrirons une ambassade à part entière en République dominicaine. En juin 2025, nous accueillerons avec plaisir des invités d'Amérique latine au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui comprend traditionnellement une section dédiée à l'Amérique latine. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin 2024, le président de la Bolivie, Luis Arce, a été l'invité principal, marquant une première pour un représentant de la région latino-américaine à ce titre. Je tiens également à souligner d'autres forums organisés en Russie qui pourraient intéresser nos amis d'Amérique latine, tels que le Forum économique oriental, la Semaine russe de l'énergie, le Forum culturel international de Saint-Pétersbourg et bien d'autres. Malgré la pandémie de coronavirus et la guerre des sanctions déclenchées par l'Occident, notre commerce avec l'Amérique latine reste stable et soutenu depuis plusieurs années. Nos principaux partenaires commerciaux sont le Brésil, le Mexique, l'Équateur, l'Argentine, la Colombie et le Chili. Nous souhaitons élargir nos relations commerciales et d'investissement avec le Nicaragua et le Venezuela, bien que ces derniers soient fortement affectés par les sanctions illégales imposées par les États-Unis. Nous menons des projets bilatéraux avec plusieurs pays dans divers domaines, notamment les hautes technologies. Nous sommes également intéressés par le renforcement des contacts des pays latino-américains avec l'Union économique eurasiatique, UE. Actuellement, Cuba est le seul observateur extra-régional de l'UE. Dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'humanitaire et du sport, nous avons également un fort intérêt à développer cette coopération rapidement. Actuellement, près de 5000 étudiants latino-américains étudient en Russie grâce à des bourses d'État. Nous savons que, dans certains pays d'Amérique latine, les concours pour obtenir ces bourses attirent jusqu'à 10 candidats pour une seule place, ce qui nous réjouit. Nous augmenterons les quotas annuels pour répondre à cet engouement. Un des aspects uniques de notre coopération est que 27 des 33 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont des accords de voyage sans visa avec la Russie. Cela représente un record par rapport aux autres régions du monde. Les touristes russes peuvent visiter sans visa Cuba, la République dominicaine, le Venezuela, des sites emblématiques au Pérou, au Mexique, au Guatemala, le carnaval brésilien ou des matchs de football en Amérique latine. Tout cela attire les touristes et contribue à augmenter le flux touristique.
L'année prochaine, nous aurons une nouvelle opportunité de renforcer la coopération multilatérale avec la tenue en septembre 2025 du concours international de chant Intervision. Plus de 25 pays, dont plusieurs d'Amérique latine, ont déjà exprimé leur intérêt à y participer. Nous sommes également prêts à accueillir des touristes d'Amérique latine, en leur faisant découvrir Moscou, Saint-Pétersbourg, le lac Baïkal, la péninsule du Kamtchatka, Sotchi, Souzdal, l'Altaï et bien d'autres lieux pittoresques et monuments historiques. Une expérience unique consiste à voyager sur le transsibérien à travers toute la Russie jusqu'à l'océan Pacifique pour admirer l'immensité de notre pays. En ce qui concerne les actions de l'administration des États-Unis, qui finalise son composé personnel et prendra ses fonctions le 20 janvier 2025, nous n'avons aucune illusion ni espoir. Nous ne nous livrerons pas à des spéculations sur le fait que tel ou tel président arrivera et que la situation s'améliorera, ou que si un autre arrive, nous essaierons encore de faire quelque chose ailleurs. Nous ne ferons pas de prédictions. Nous attendrons que la politique de la nouvelle administration soit définitivement formulée. Nous avons une compréhension complète du fait qu'il existe un consensus bipartite aux États-Unis concernant la Russie. Ce consensus n'est pas amical, mais, soyons francs, il est russophobe. Quelle que soit l'affiliation politique, l'élite dirigeante poursuivra sa ligne visant à affaiblir la Russie en tant que concurrent. J'en ai déjà parlé au début de notre conférence de presse. Les États-Unis cherchent à affaiblir tout concurrent, qu'il s'agisse de la Russie, de la Chine ou de l'Europe. Ils ont depuis longtemps proclamé le principe selon lequel aucun pays au monde ne doit être plus fort que les États-Unis. Il est évident que la réalité est plus dure que les déclarations et les discours. Mais pour que les États-Unis prennent conscience de la nécessité de changer de comportement, il leur reste encore un long chemin à parcourir, à observer l'évolution réelle de la situation et à ressentir eux-mêmes ce que sont les réalités d'un monde multipolaire. Pour l'instant, la Russie est inscrite dans les documents doctrinaux des États-Unis comme un adversaire. Dans leur discours, les représentants de l'actuelle administration l'ont même qualifiée d'ennemi. Elle est également désignée comme une menace existentielle immédiate, et la Chine est présentée comme le prochain défi. Les actions des États-Unis restent cohérentes. Cependant, nous entendons des signaux en provenance de l'équipe de Trump indiquant un intérêt pour la reprise du dialogue. Cela est absolument raisonnable et normal. Même lorsque les relations entre deux pays sont hostiles, il est essentiel de maintenir un dialogue, de voir ce que chaque partie veut transmettre à l'autre. C'est là l'essence même de la diplomatie. Les diplomates dialoguent même en temps de guerre. Si les signaux venant de la nouvelle équipe à Washington concernant la reprise du dialogue interrompu par les États-Unis après le début de l'opération militaire spéciale sont sérieux, nous y répondrons. Mais le dialogue a été interrompu par les Américains, donc c'est à eux de faire le premier pas. Nous attendons la formulation officielle de la politique de l'administration des Trump à l'égard de la Russie. Si Washington prend en compte nos intérêts légitimes, le dialogue ne sera pas inutile, mais productif. Si ces intérêts ne sont pas pris en compte, tout restera comme avant. En ce qui concerne les menaces que vous avez mentionnées, émises par les représentants de la nouvelle administration à l'encontre du Sud global et de l'Est, augmenter les tarifs, punir ceux qui utiliseront d'autres devises que le dollar ou d'autres plateformes de paiement, cela ne nous surprend pas. Comme je l'ai déjà dit, la politique des États-Unis a toujours consisté à supprimer tout concurrent et à en tirer des bénéfices unilatéraux. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. La politique d'intervention dans les affaires intérieures des États souverains reflète depuis longtemps les méthodes de Washington. Cela continuera. Il faut être prêt à cela. Cependant, la vie doit obliger les États-Unis à comprendre les tendances et les processus réels du monde moderne, ainsi que le fait que la dictée ne peut plus être le principal outil de fonctionnement des relations internationales. Тенденции и реальные процессы современного мира, и также понимать, что диктат более не может быть главным инструментом функционирования международных отношений. Hier, le 25 décembre de cette année, une dizaine de missiles ont été lancés en direction de l'Ukraine. Pourquoi cela s'est-il produit lors de la fête sacrée de Noël, qui est importante pour des centaines de millions de chrétiens? N'êtes-vous pas choqué par la façon dont cela a été perçu dans le monde entier? En décembre de cette année, le président de la France, Macron, a organisé une rencontre entre Trump et Zelensky à Paris. Ne pensez-vous pas que le président américain pourrait soutenir Kiev davantage que ce qu'il avait annoncé pendant sa campagne? Que pensez-vous de cette rencontre, organisée à l'initiative de la France?
En ce qui concerne les opérations militaires menées dans le cadre de notre opération militaire spéciale, ou mieux encore, de la guerre que l'Occident, y compris la France, a déclaré à la Fédération de Russie et qu'il mène par l'intermédiaire du régime ukrainien, j'espère qu'en tant que représentant de la profession journalistique, vous avez non seulement prêté attention aux événements concernant les actions de nos forces armées le 25 décembre de cette année, mais aussi que vous suivez l'histoire de la question. Accompagnez tous ces processus, analysez et comprenez l'épistémologie du problème et la direction de son développement. Je ne veux pas m'attarder longtemps sur ce sujet. Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désapprobation des livraisons de missiles à longue portée de production occidentale au régime de Kiev, y compris les Scalp français, les Attaques américains et les Storm Shadow britanniques. Nous avons averti que la fourniture d'armements mortels ne conduirait qu'à une escalade, que le régime de Kiev n'était pas capable de respecter les règles de la guerre et le droit humanitaire international. Si vous suivez les informations qui, en Europe, peuvent être étouffées, elles sont disponibles chez nous à la télévision, sur les réseaux sociaux et sur Internet. Des frappes quotidiennes sont menées avec des drones ou vos missiles occidentaux contre des cibles manifestement civiles. Des civils meurent. Des frappes sont effectuées sur des ambulances, des écoles, des hôpitaux, des marchés et d'autres objectifs civils. Aucun des États occidentaux qui fournissent des armes au régime nazi de Kiev ne l'a jamais averti de cesser de commettre de telles violations flagrantes du droit humanitaire international et des règles de la guerre. Tant que ce comportement du régime de Kiev continuera, et il est non seulement encouragé, mais dirigé par l'Occident, y compris la France, nous répondrons. Mais nous répondrons différemment de ce que fait le régime de Kiev sur vos conseils. Nous ciblons exclusivement des objectifs militaires, des installations de l'industrie de défense et d'autres objectifs liés au soutien des forces armées ukrainiennes. Le 20 décembre de cette année, lorsque les missiles Attack et Storm Shadow ont frappé des cibles civiles en Fédération de Russie, nous avons répondu avec des armes de haute précision contre un poste de commandement du SBU, contre le bureau de conception de Kiev-Luch, qui concevait et produisait des systèmes de missiles Neptune, des missiles de croisière et des systèmes de lance-roquettes multiples, ainsi que contre les positions du système de défense aérienne américain Patriot. Toutes les cibles ont été atteintes. Nous frappons les points depuis lesquels des tirs sont effectués sur nos territoires, nos installations civiles, et qui causent la mort de citoyens innocents. Le président de la Russie, V.V. Poutine, a déclaré que les objectifs à frapper sur le territoire de l'Ukraine sont choisis uniquement en fonction des menaces pesant sur la Fédération de Russie. Il peut s'agir d'objectifs militaires, d'entreprises de l'industrie de la défense. Les centres de prise de décision à Kiev peuvent également être de telles cibles. Frappe sur des cibles civiles, ce n'est pas dans nos règles. Ce sont les règles des nazis installés à Kiev avec le soutien de l'Occident, et de ceux qui leur fournissent des armements pour détruire des infrastructures purement civiles et des citoyens innocents. S.V. Lavrov, nous sommes déjà habitués au grand nombre d'initiatives que la France annonce, organise différentes rencontres et conférences. Je me souviens qu'en décembre 2015, le président français F. Hollande a soudainement annoncé qu'il fallait organiser d'urgence une conférence sur la Libye. Les participants se sont réunis, ont discuté pendant 1 jour et demi, puis ont oublié tout le reste. En revanche, la conférence elle-même a été magnifiquement présentée à la télévision française. Nos collègues en France ont une volonté de jouer un rôle de premier plan sur de nombreuses questions. Nous l'accueillons positivement, mais je ne sais pas quel est le résultat de telle initiative et dans quelle mesure la volonté de jouer un rôle positif est sincère. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas induire quelqu'un en erreur. À plusieurs reprises, par des canaux fermés, nous avons reçu des propositions de nos collègues français pour nous aider à établir un dialogue sur la question ukrainienne sans l'Ukraine. D'ailleurs, en violation du principe que l'Occident répète constamment, pas de parole sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Nous ne refusons pas les contacts, nous sommes prêts à écouter. Mais parallèlement à cela, la France est le principal initiateur de l'envoi de forces de maintien de la paix en Ukraine, prépare sur son territoire des unités de combat des forces armées ukrainiennes, et déclare ouvertement qu'il faut continuer à frapper la Russie et faire en sorte que l'Ukraine se prépare à des négociations avec de meilleures positions. Un tel comportement ambigu ne suscite pas l'envie de prendre au sérieux ce qui se passe sous l'initiative de nos collègues français. Quant à la rencontre qui a eu lieu lors de la cérémonie d'inauguration de Notre-Dame de Paris, je n'ai pas vu de signaux encourageants sur l'image. Je garde l'impression que l'essentiel de cette rencontre était justement l'image, lorsque 2 politiciens et un raciste d'inspiration nazie ont posé pour une photo devant cette cathédrale. Самым главным в этой встрече была именно картинка, когда 2 политика и 1 расист нацистского толка сфотографировались на фоне этого собора.
Zakharova. Pour conclure le sujet soulevé par le journaliste français, j'aimerais attirer son attention sur le fait qu'il y a exactement 2 semaines, le Premier ministre hongrois, Orban, a annoncé sur ses réseaux sociaux que Zelensky avait refusé une trêve de Noël. Le représentant de l'OTAN, Peter Nair, en parlant des plans pour 2025, a évoqué un renforcement de la présence de l'Alliance en Ukraine. Il a indiqué qu'en 2024, la présence de l'OTAN y avait été triplée et qu'il prévoyait de l'intensifier encore l'année prochaine. Comment commentez-vous les plans du bloc d'étendre sa présence en Ukraine? Faut-il s'attendre à une réaction officielle de Moscou à cette expansion? Une question concernant la résolution de la crise syrienne. Quel avenir pour les négociations dans le cadre du format Astana, étant donné qu'il a montré une grande efficacité pour coordonner les différentes parties syriennes? Особенно учитывая, что этот формат продемонстрировал высокую эффективность в координации со своими сирийскими сторонами. Спасибо. Ну, что касается присутствия НАТО, ну, это прежде всего, конечно, НАТО, это прежде всего Соединенные Штаты. Спецслужбы Соединенных Штатов... L'OTAN, c'est avant tout les États-Unis. Les services de renseignement américains, la CIA et d'autres, étaient présents en Ukraine bien avant le coup d'État. Et après celui-ci, ils se sont installés durablement. Ils occupaient un étage entier dans le SBU, ou peut-être même 2. L'incapacité du régime kievien, résultant du coup d'État, est bien connue. Personne n'en doute. L'Ukraine est dirigée par les anglo-saxons et certains autres pays de l'OTAN et de l'UE. Quant à vos informations, un bureau du représentant principal de l'OTAN en Ukraine a été créé. Ce poste a été établi lors du sommet de Washington en juillet dernier. D'après nos informations, environ 50 personnes travaillent actuellement dans cette mission. 20 autres devraient y rejoindre l'année prochaine. C'est probablement de cela qu'il s'agissait dans les informations que vous avez mentionnées. Ce n'est pas un événement particulièrement marquant, mais c'est néanmoins un fait supplémentaire qui confirme que Washington et ses alliés prennent en main l'Ukraine, renforcent le contrôle déjà établi sur tous les domaines de la vie de ce pays, y compris le secteur de la sécurité et de la défense. Bien sûr, l'Occident conseille activement à Zelensky de mener des actions dans leur intérêt. Regardez comment ils ont ouvertement et sans honte exigé de baisser l'âge de conscription à 18 ans, sans dissimuler que c'était avant tout dans l'intérêt des États-Unis. Le sénateur américain L. Graham, lors de sa visite en Ukraine où il s'est photographié avec Zelensky, a affirmé que l'Ukraine regorgeait de richesses, notamment de minéraux rares. Selon lui, il est hors de question de laisser la Russie prendre cette réserve mondiale, la plus riche d'Europe en métaux rares. Le secrétaire d'État américain à Blinken est connu pour défendre publiquement la nécessité de la guerre en Ukraine, comme il a exprimé, en raison des avantages financiers et économiques pour les États-Unis. Et il n'est pas un secret que de nombreuses terres fertiles et gisements de ressources minérales en Ukraine ont été achetés depuis longtemps par des entreprises américaines. Tout ce que nous exposons concernant la crise ukrainienne, tout ce que le président russe Poutine a désigné comme les principes pour son règlement, basé sur l'élimination des causes profondes, reposant exclusivement sur le droit international et les engagements existants de l'Occident et de l'Ukraine, demeure pleinement notre position sans alternative. Concernant la Syrie et le rôle du format Astana, j'en ai déjà parlé. Il a été créé à la suite d'une conférence nationale spéciale des forces politiques et ethno-confessionnelles syriennes. Dans le cadre du format Astana, nous nous sommes réunis plus de 20 fois. La dernière rencontre a eu lieu à Doha le 7 décembre dernier, juste avant les événements en Syrie. Nous avons eu l'occasion de discuter de la situation avec mes collègues de Turquie et d'Iran, en présence de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, G. Pedersen. Nous échangeons encore nos évaluations et opinions. Les positions de la Turquie, de l'Iran et de la Russie sont que ce format peut jouer un rôle utile même à l'étape actuelle. D'autant plus qu'Arabie Saoudite, le Liban, l'Irak et la Jordanie ont traditionnellement participé en tant qu'observateurs. Les monarchies du Golfe manifestent aussi leur intérêt. Nous avons exprimé notre volonté d'aider, et les Turcs et les Iraniens ont fait de même. Les pays arabes, qui entretiennent actuellement des contacts avec les nouvelles autorités de Damas, connaissent nos capacités. Compte tenu de ce cas, Shara a dit sur nos relations, les qualifiant de longues et stratégiques. Je pense que les nouvelles autorités syriennes pourront déterminer de quelle manière, sous quelle forme, le format Astana pourrait contribuer au processus en cours en République arabe syrienne. Nous avons des liens solides avec le peuple syrien depuis l'époque de l'URSS. À l'époque, notre pays a activement soutenu la volonté des Syriens de se libérer du colonialisme français. Toutes les années suivantes, nous avons contribué à la création des bases de l'économie, de l'industrie et du secteur social de la République arabe syrienne.
Nous comprenons que l'intérêt du peuple syrien est de maintenir de bonnes relations avec tous les acteurs extérieurs sans exception. Nous considérons cela comme juste. C'est un des principaux facteurs qui garantiront l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État syrien. Nous sommes entièrement prêts à y contribuer. Il est évident qu'Anouar Shara et ses alliés subissent actuellement une pression considérable de la part de l'Occident. Les Américains et les Européens ont intensifié leurs efforts. Ils ne cherchent pas à préserver l'unité de toutes les forces ethnopolitiques en Syrie, mais à récupérer autant d'influence et de territoire que possible. En ce qui concerne l'égoïsme occidental, il est révélateur de voir la nouvelle chef de la diplomatie européenne, Kakala, exiger que la Syrie cesse de coopérer avec la Russie. Et un pays aussi important que l'Estonie a déclaré, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, qu'il ne soutiendra pas les nouvelles autorités de Damas si elles ne chassent pas les bases militaires russes de Syrie. Imaginez à quel point cela est terrible. Une telle arrogance diplomatique devient monnaie courante. C'est aussi la méthode des autorités ukrainiennes, qui insultent tous ceux qui ne chantent pas en chœur avec elles, ainsi que nos voisins européens. J'espère que la vie les obligera à respecter les intérêts de tous les États, sans exception, et à abandonner leurs tentatives néocoloniales. Nous continuerons à travailler. Уважать интересы всех без исключения государств и отказаться от неоколониальных замашек. Поэтому будем работать дальше.